Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au salon Entreprendre dans l'Ouest. Je suis Christina Corgas, avocate au cabinet Carcref Contentieux d'affaires et maître de conférence à l'université de Rennes 1. Je suis accompagnée de Samira Derès. Bonjour à tous. Avocate associée au cabinet Carcref Fiscal, et de Régis Maurenne, membre de l'Ordre des experts comptables. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour animer donc l'atelier intitulé « La micro-entreprise est-elle bien adaptée à vos projets ?» Alors avant évidemment de répondre plus précisément à cette question, il convient de définir ce qu'est la micro-entreprise. La micro-entreprise est avant tout une entreprise individuelle. Elle est une entreprise individuelle d'abord, elle est ensuite une entreprise donc soumise à un régime microsocial et fiscal. Donc ce sont ces deux aspects que nous allons aborder ce matin. D'abord, avant d'envisager plus précisément donc ces deux aspects, il convient d'indiquer que les micro-entrepreneurs ont fusionné avec ce que l'on appelait autrefois et qu'on appelle parfois encore les auto-entrepreneurs. Donc si vous posez la question de savoir quelle est la différence entre un micro-entrepreneur et un auto-entrepreneur, sachez qu'il n'y en a plus. Donc les deux statuts sont strictement identiques. D'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique. Fiscal, on y reviendra tout à l'heure, il y a une micro-différence. Donc d'un point de vue juridique, en tout cas, ce sont exactement les mêmes statuts. Autre précision également, avant de rentrer dans le détail, tout type d'activité en principe, parce qu'il y a toujours des exceptions en droit, peuvent être exercées en micro-entreprise. Toutes les activités artisanales peuvent être exercées en micro-entreprise, certaines activités commerciales et certaines également activités libérales. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail de ces activités. Vous pouvez, si vous avez un doute sur l'éligibilité de l'activité que vous souhaitez exercer au statut de micro-entreprise, vous pouvez consulter le site du ministère de l'économie qui est extrêmement bien fait. Sachez que généralement, ce sont les professions soumises à des statuts particuliers, notamment les professions, et encore c'est pas une règle bien établie, les professions réglementées qui échappent généralement au statut de la micro-entreprise. Donc voilà. Ce qu'on peut dire effectivement, mais le mot est peut-être un peu, enfin le terme micro-entreprise peut faire penser que c'est une entreprise au rabais, mais non en fait, et tu auras l'occasion d'exprimer juste après, mais c'est une entreprise à part entière. Voilà. Et donc vous allez prendre vos responsabilités en tant que tel et en tant que chef d'entreprise. Exactement, et c'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure, le seuil des chiffres d'affaires que vous pouvez réaliser dans le cadre de cette micro-entreprise sont quand même particulièrement significatifs. Donc vous prenez des risques qui peuvent être extrêmement importants malgré le terme de micro-entreprise, comme tu l'as très bien dit, qui peut laisser penser que c'est une activité accessoire, une petite activité, alors que pas du tout. Alors juridiquement, la particularité de cette micro-entreprise, c'est qu'il s'agit effectivement d'une entreprise individuelle. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est créée et animée par une personne physique seule. Donc elle s'oppose en cela à ce que l'on appelle la société, la forme sociale. Son avantage pour répondre à la question, c'est sa simplicité dans la Constitution, sa simplicité dans la mesure où il n'y a pas de capital social à apporter, il n'y a pas de statut à rédiger, il n'y a pas, a fortiori, de pacte d'associés. Donc c'est une entreprise qui est relativement simple à créer. Alors il y a quand même des formalités,
Notamment si vous exercez une activité commerciale, il faut s'immatriculer au répertoire, au registre du commerce et des sociétés. Si vous exercez une activité artisanale, il faut s'inscrire au répertoire des métiers. Il y a quand même des formalités, mais ces formalités sont nettement assouplies par rapport à celles qui nécessitent la constitution d'une société. Donc là, c'est l'un des avantages. L'inconvénient juridiquement, c'est que lorsque vous créez une entreprise individuelle, votre responsabilité est illimitée. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de votre patrimoine, qu'il soit personnel ou professionnel, peut être saisi par les créanciers. L'ensemble de votre patrimoine supporte vos dettes professionnelles. Il n'y a pas ce que l'on appelle en fait l'écran de la personnalité morale qui existe lorsque vous créez une société. Donc un exemple très concret, vous avez une dette à l'égard de l'un de vos fournisseurs, votre patrimoine professionnel, vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires suffisant pour payer cette dette, eh bien votre créancier professionnel peut très bien venir se payer, soit si la dette est importante sur, j'allais dire la résidence principale, mais c'est pas vrai, c'est un mauvais choix, mais il peut très bien venir par exemple se payer sur les revenus de votre conjoint si vous êtes marié sur le régime de la communauté réduite aux acquis. Donc c'est le principal inconvénient. Il existe, on verra tout à l'heure, des moyens pour limiter cette responsabilité. C'est une question en tout cas à laquelle il faut songer. Et puis, il faut aussi songer, et comme l'a dit Régis tout à l'heure, ça découle du fait qu'il s'agit aussi d'une entreprise à risque, il faut songer absolument aux questions d'assurance, assurance responsabilité civile notamment, lorsque vous commencez votre activité. Est-ce que toute personne peut créer une micro-entreprise? La réponse est affirmative, à condition d'avoir la capacité juridique. C'est une règle de base pour établir des actes juridiques. Sachez que vous ne pouvez créer qu'une seule micro-entreprise par personne. En tant que salarié, si vous êtes aujourd'hui salarié et que vous souhaitez donc cumuler votre activité de salarié avec votre activité de micro-entreprise, c'est tout à fait envisageable, évidemment, mais faites attention aux obligations que vous avez souscrites à l'égard de votre employeur actuel, et notamment à une éventuelle clause de non-concurrence qui pourrait être contenue dans votre contrat de travail. Donc si cette clause de non-concurrence existe, en principe, et que l'activité que vous voulez exercer est identique à celle que vous exercez actuellement, en principe, vous ne pouvez pas créer votre micro-entreprise. Si vous le faites, si vous voulez le faire, vous devez demander à votre employeur une décharge de cette clause de non-concurrence. Ce qui sera compliqué, à mon avis, à obtenir. Généralement, voilà, exactement. Le devoir de loyauté envers son employeur. Exactement. Alors, sauf à ce que votre clause de non-concurrence ne soit pas valable. C'est-à-dire notamment lorsqu'elle n'est pas rémunérée. Mais autant il y a quelques années, la validité de certaines clauses de non-concurrence prêtait à discussion, autant aujourd'hui, les employeurs ont bien intégré les règles imposées par la Cour de cassation, et il est rare de voir aujourd'hui des clauses de non-concurrence non valables. C'est vrai que pour une activité de salarié, on le conçoit plus ce statut de micro-entreprise dans le cadre d'une activité qui serait accessoire et effectivement plutôt différente de celle qui est exercée dans le cadre du contrat de travail. Exactement. Et si vous n'avez pas de non-concurrence, vous avez quand même une obligation de loyauté, effectivement, vous avez une obligation légale d'une concurrence loyale à l'égard de votre employeur. Si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez également exercer en micro-entreprise, avoir une micro-entreprise, c'est tout à fait faisable, et d'ailleurs assez répandu notamment à l'université. Dans ce cas-là, vous devez néanmoins demander ce que l'on appelle une autorisation de cumul auprès de votre employeur. Si vous êtes à la retraite, une micro-entreprise est également envisageable. Vous devez avoir liquidé tous vos droits à la retraite et toucher une retraite à taux plein. Alors, question fondamentale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un des principaux inconvénients de la micro-entreprise, de l'entreprise individuelle d'ailleurs de manière générale, est la responsabilité sans limite, voilà, illimitée,
à l'égard donc de vos créanciers. Donc peut-on limiter sa responsabilité en micro-entreprise et doit-on la limiter? La réponse est nécessairement la réponse est nécessairement positive et nous vous le conseillons fortement. C'est une question à laquelle vous devez réfléchir dès la création de votre micro-entreprise, si possible. Le législateur a pris déjà des mesures en ce sens. Depuis 2015, sachez que la résidence principale est insaisissable, et ce sans formalité particulière. C'est un principe qui est énoncé par le droit, c'est-à-dire quelle que soit votre activité professionnelle, votre résidence principale ne peut être saisie par vos créanciers. Indépendamment de la résidence principale, vous avez également la possibilité de créer ce que l'on appelle une EIRL, qui est distincte de l'EIRL. L'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est, pour faire simple, un patrimoine d'affectation. C'est-à-dire que vous allez faire une déclaration dans laquelle vous allez indiquer l'ensemble des biens nécessaires à votre activité professionnelle. Donc vous allez les lister, vous allez également les valoriser, en principe à leur valeur vénale. Cette déclaration va être rendue publique, elle est déposée au CFE, au Centre de formalité des entreprises, elle est rendue publique et cette déclaration, en fait, limite votre responsabilité et votre patrimoine professionnel aux biens qui sont indiqués dans cette déclaration d'affectation. Et vous pouvez passer également à ce que l'on appelle une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui n'est rien d'autre qu'une SARL à associé unique. Mais dans ces cas-là, vous quittez le statut d'entreprise individuelle pour adopter une forme sociale. Vous créez une société dont vous êtes l'associé unique. Et enfin, autre élément extrêmement important, dont on ne parle peut-être pas suffisamment à mon sens, c'est le choix de votre régime matrimonial. À partir du moment où vous créez une micro-entreprise, si vous êtes marié, sous le régime de la communauté réduite aux acquis, ce qui est le cas de, je crois, plus de 80% des époux, songez à envisager éventuellement un changement de régime matrimonial et opter pour le régime de la séparation des biens. Alors ça peut avoir un coût, effectivement, mais c'est un coût qui peut avoir des avantages extrêmement importants sur le futur. Et qui permet en effet de sécuriser le patrimoine du conjoint qui ne travaille pas dans l'entreprise individuelle. Exactement. Alors quels sont les pouvoirs du micro-entrepreneur ? Vous êtes seul à bord, vous avez tous les pouvoirs, vous pouvez gérer votre entreprise comme vous le souhaitez, vous pouvez prendre tout type de décision, vous rémunérer comme vous l'entendez, alors évidemment en fonction du succès de votre entreprise, mais vous n'avez évidemment aucun compte à rendre à qui que ce soit puisque vous n'avez pas d'associé. Faut-il se munir de documents juridiques dédiés à l'activité de votre micro-entreprise? Alors là aussi, c'est un point auquel il faut songer, à mon sens, lorsque vous créez votre micro-entreprise, au même titre d'ailleurs que la question de la responsabilité, de votre propre responsabilité. Vous allez exercer une activité, quelle qu'elle soit, commerciale, artisanale, vous allez avoir des clients, donc vous allez conclure des actes juridiques, des contrats avec ces tiers-là, et pour cela, pour sécuriser votre activité, il vous est fortement conseillé de vous munir à minima de ce que l'on appelle de conditions générales de vente ou de prestations de services. C'est-à-dire, ce sont des contrats types qui vont déterminer les conditions dans lesquelles vous vous engagez avec vos futurs clients. Ces conditions générales, qui sont finalement un modèle de contrat, ne sont pas imposées par la loi, et il est vrai que l'établissement d'un modèle de conditions générales représente un coût lorsqu'on s'installe, mais là aussi c'est un coût, c'est un investissement qui pourra, sur votre activité future, vous être extrêmement avantageux. Enfin, à minima, de toute façon, c'est une obligation juridique et une obligation comptable. Régis peut le confirmer.
Vous devez évidemment établir des factures. Sur ces factures doivent apparaître des mentions obligatoires, notamment évidemment votre identité, votre numéro d'immatriculation, et puis des obligations fiscales qui peuvent évoluer selon le statut auquel vous appartenez. Et ma transition est toute trouvée avec le statut donc fiscal attaché à la micro-entreprise. Je laisse la parole à Samira Derès. Merci Christina. Donc en effet, ce qu'on vient de dire, c'est que l'entreprise individuelle, le régime de la micro-entreprise n'est rien d'autre qu'une entreprise individuelle classique qu'on oppose en réalité à la société ou la forme de société. Ce qui fait la distinction et la particularité du régime micro-entreprise est que l'entrepreneur individuel, dans le cadre de son activité, va déterminer son résultat d'une manière spécifique qu'on appelle donc le régime de la micro-entreprise. Donc il existe des règles de détermination du résultat fiscal imposable à l'impôt sur le revenu. Il en existe 3 types principalement. Le régime de la micro-entreprise qu'on va détailler donc là ce matin. Le régime du bénéfice réel qui peut être réel simplifié ou réel normal. On va voir là dans les slides à venir les distinctions entre les différents régimes. S'agissant donc de l'entreprise individuelle, vous aurez la possibilité de choisir entre le régime du micro-entreprise si vous respectez certains seuils. Au-delà des seuils qu'on va énoncer juste après, vous aurez l'obligation d'être sur un régime réel d'imposition. Et là, la distinction devra se faire selon vos intérêts, vos perspectives et surtout le montant des charges que vous aurez dans le cadre de votre activité. En revanche, si l'on revient sur le régime de la société, elle, doit nécessairement être imposée ou son résultat doit être déterminé selon les règles du régime réel d'imposition, normal ou simplifié, là encore en fonction des seuils de chiffre d'affaires qui vont être réalisés. Alors, les avantages et les inconvénients des différents régimes d'imposition, de manière assez schématique, ce qu'on peut dire, c'est que le régime micro-entreprise est intéressant lorsque vous avez, dans le cadre de l'activité que vous réalisez, donc soit une activité commerciale type achat-revente, soit une activité donc, de prestation de service, si donc le montant de vos charges réelles est supérieur aux abattements qu'offre le régime des micro-entreprises, vous aurez dans ce cas-là plutôt intérêt à opter pour le régime réel. Dans le cas contraire, effectivement, le régime micro peut être tout à fait adapté. L'autre avantage et l'autre intérêt du régime de la micro-entreprise est sa simplicité, comme je viens de le dire à l'instant, dans le cadre de la détermination du résultat imposable. Disons que vous faites un résultat, un chiffre d'affaires, vous savez très vite déterminer quel sera le montant de votre assiette imposable à l'impôt sur le revenu en appliquant l'abattement prévu par la loi, alors que dans un régime réel, il faut effectivement faire la différence entre le chiffre d'affaires et les charges déductibles qui ont été donc rendues nécessaires par votre activité. Donc, de manière très simple et basique, lorsque vous avez une activité pour laquelle le montant des charges n'est pas très élevé, vous aurez intérêt à opter pour le régime micro pour sa simplicité de détermination du résultat et également pour la simplicité donc d'obligation déclarative ou sa simplicité comptable. En revanche, si vos charges sont supérieures aux abattements proposés par la loi, vous aurez plutôt intérêt dans ce cas à passer au régime réel, ce qui impliquera des obligations comptables et fiscales un peu plus compliquées, en tout cas un peu plus lourdes. Si on résume les différents régimes fiscaux applicables, donc on peut distinguer le régime micro-entreprise qui lui s'applique, donc on parlait de seuil il y a quelques minutes, lorsque vous faites une activité d'achat-revente, si votre chiffre d'affaires réalisé est inférieur à 176 200 €, vous pourrez bénéficier du régime des micro-entreprises. S'agissant d'une activité de prestation de service, là le seuil est de 72 600 €. Lorsque vous avez une activité mixte, donc c'est-à-dire que vous allez développer une activité qui à la fois consiste en de la vente de marchandises et des prestations de services, là il faudra s'intéresser au niveau global sur le chiffre d'affaires réalisé au seuil de 176 200 € et vous pourrez bénéficier du régime micro si en plus le chiffre d'affaires des prestations de services est quant à lui inférieur à 72 600 €. Au-delà de ce montant,
Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on voit bien que les seuils sont extrêmement importants. Des sociétés qui font ce chiffre d'affaires de 176 200 euros, sont pas si nombreuses comme ça. Il y en a beaucoup évidemment, mais oui, complètement. Voilà, ce sont des seuils, assez élevés. Importants. Bien sûr, effectivement, assez élevés. Et donc, ce régime de micro-entreprise qu'on détaillera encore un petit peu tout à l'heure, donc s'applique jusqu'à ces seuils-là. Au-delà de ces seuils, vous êtes de plein droit ou de manière automatique soumis au régime réel simplifié, et ça jusqu'à 818 000 euros de chiffre d'affaires lorsque vous réalisez une activité d'achat-revente, et 247 000 euros lorsque vous réalisez une activité de prestation de service. Au-delà de ces seuils, vous serez obligatoirement dans le cadre du régime normal. Pardon. Donc, en matière de TVA également, alors là, on constate que il n'y a pas d'incidence ou de différence entre le régime micro-entreprise ou le régime réel, qu'il soit simplifié ou normal. Vous aurez un régime de ce qu'on appelle franchise en base. Donc, en réalité, la franchise en base signifie que vous n'avez pas de TVA jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. De la même manière, on reviendra un peu plus en détail sur cette notion de franchise en base et sur les différents seuils, mais de manière assez simple, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque vous faites une activité d'achat-revente, le seuil est de 94 300 euros, le seuil de chiffre d'affaires. Lorsqu'il s'agit d'une activité de prestation de service, le seuil est de 36 500 euros. En cas d'activité mixte, même règle que celle qu'on vient de voir en matière de micro-entreprise, il faudra globalement que votre chiffre d'affaires n'excède pas le seuil de l'achat-revente, à savoir 94 300 euros, et que le chiffre d'affaires réalisé sur les prestations de services soit inférieur également à 36 500 euros. Donc c'est bien des conditions cumulatives. Il faut que le chiffre d'affaires global soit inférieur au seuil mentionné et que le chiffre d'affaires des prestations de services soit également inférieur au montant indiqué. Donc, du coup, j'aimerais ajouter deux points. C'est ce régime offre cette possibilité d'être ou de ne pas être à la TVA. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté depuis 2-3 ans maintenant. Et donc, il y a effectivement des calculs et des opportunités effectivement à saisir. Oui. Donc là, c'est vraiment des calculs à faire systématiquement. À l'envers aussi, ne pas oublier quand même, puisque souvent les entrepreneurs retiennent ce premier chiffre que tu évoquais, les 176 000 euros, les 72 000, en oubliant qu'on devient, et tu vas l'ajouter, qu'on devient assujetti à TVA lorsqu'on dépasse les seuils que tu viens d'évoquer. Et donc là, avec d'autres obligations, oui, effectivement, comptables et fiscales, les déclarations de TVA, on entre dans ce périmètre après déclaratif. Donc, il faut être très attentif lorsqu'on dépasse ce premier seuil. Mais je te laisse continuer là-dessus. Oui, mais effectivement, on y reviendra un peu plus en détail, mais tu as complètement raison, Régis. Il y a bien ce chiffre-là à avoir en tête également, parce que ça va avoir des incidences sur la facturation qui sera faite et le prix TTC ou hors taxe de vos prestations ou de vos ventes. Étant précisé que dans les deux cas, c'est-à-dire en matière de micro-entreprise ou de TVA, on peut opter pour le régime de TVA dès le premier euro. C'est vraiment un choix qui peut être fait par l'entrepreneur individuel qui aurait des projections de chiffre d'affaires assez importantes et se disant bon, moi je sais que je vais dépasser ce chiffre-là, j'ai plutôt intérêt à me mettre tout de suite dans le système TVA plutôt que d'attendre le dépassement du seuil. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans le cadre d'une franchise en base, une prestation qui coûterait 100 serait facturée 100, alors que si vous êtes dans un régime de TVA, une prestation qui serait facturée 100 hors taxe coûterait 120 au consommateur final, ce qui en termes d'avantages concurrentiels peut avoir une incidence. Voilà. Et donc là, pour le coup, ça dépend vraiment de la qualité du client aussi, de notre entrepreneur. Exactement. Finalement, est-il ou non assujetti à TVA, et ça fait toute la différence. Voilà, c'est ça. Est-ce que le client des services ou des ventes que vous proposez est lui-même en capacité de déduire cette TVA ou est-ce qu'il la supporte comme un consommateur final que nous sommes tous? Et auquel cas, effectivement, en fonction de la typologie de vos clients, il y aura un intérêt ou pas à opter à la TVA dès le départ. Les conseils qu'on a à vous apporter là-dessus. Exactement. Une fois qu'on a dit ça, en matière de micro-entreprise et de réel simplifié, la principale différence va être sur le montant de l'impôt sur le revenu qui va être, l'assiette de l'impôt sur le revenu qui sera
imposée. En micro-entreprise, vous avez deux possibilités, soit un versement libératoire, et c'est ce qu'on appelait jusqu'à récemment en fait le régime de l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneur, qui prévoit, et on va y revenir aussi un petit peu plus dans le détail, une taxation sur la base d'un pourcentage de chiffre d'affaires, alors que pour le régime micro-entreprise dit classique, l'impôt sur le revenu est calculé sur le montant de votre chiffre d'affaires après des cotes de l'abattement qu'on va voir ensuite. Pour le réel simplifié, très simplement, l'impôt est déterminé sur un bénéfice qui est un bénéfice réel, donc chiffre d'affaires moins les charges nécessaires à la réalisation de votre activité. Alors, de manière, pareil, un petit peu, on l'évoquait tout à l'heure sur le régime des micro-entreprises et l'entreprise individuelle qui peut ou pas bénéficier de ce régime, ou prévaloir en tout cas de ce régime. En matière de micro-entreprise également, certaines activités sont exclues du régime du micro-entreprise, c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible, lorsque vous réalisez l'une des activités listées, de bénéficier du régime de micro-entreprise. On cite principalement les sociétés de personnes, donc les sociétés qui n'ont pas de personnalité fiscale distincte de ses associés, les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, puisque, on le disait tout à l'heure, l'impôt sur les sociétés exclut le régime du micro-entreprise, et puis un certain nombre d'autres spécificités en fonction de l'activité. Donc, lorsque vous envisagez de créer une entreprise individuelle, que vous envisagez de bénéficier du régime micro, interrogez-vous sur l'exclusion ou non, et aussi entourez-vous de conseils qui sauront vous dire sur cette activité, vous n'aurez pas la possibilité de bénéficier du régime micro, ou bien l'inverse. La documentation, comme tu le disais, Christina, disponible en ligne sur le site du ministère de l'économie est effectivement assez bien faite, peut-être un peu dense. Donc voilà, prenez une première connaissance de cette information en open source, donc sur les sites internet, et puis ensuite validez avec un conseil qui saura vous orienter. Donc sur l'imposition des bénéfices, on le disait à l'instant, lorsque vous êtes en régime micro-entreprise sous le régime classique, vous déterminez l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu en comparant, donc en appliquant sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé un abattement. Abattement de 71% lorsque vous réalisez une activité de vente de marchandises, un abattement de 50% lorsque vous réalisez une activité donc, de prestation de service. Donc, en imaginant que pour une prestation de service, vous réalisez un chiffre d'affaires de 100, 50%, donc 50 du chiffre d'affaires sera imposé et intégré dans l'assiette de votre impôt sur le revenu et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu assez classiquement. Vous avez l'option et la possibilité d'opter pour un versement libératoire, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, par rapport au chiffre d'affaires que vous aurez réalisé, on considérera que votre impôt correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Donc soit 1% lorsqu'il s'agit d'une activité de vente de marchandises, 1,7% lorsqu'il s'agit d'une activité de prestation de services. Attention toutefois, dans cette hypothèse-là, vous ne pouvez bénéficier du versement libératoire que si votre revenu fiscal de référence est inférieur à certains seuils. Seuils qui évoluent tous les ans conformément au barème et à la modification du barème progressif de l'impôt. Alors de mémoire, on doit être à 27 794 € pour le revenu fiscal de référence 2020. Donc sur ce point, du coup, effectivement, des calculs, on n'a pas de conseils standards à donner sur le domaine, mais des calculs systématiques, donc adaptés à la situation de l'entrepreneur. Je vais prendre un petit exemple où je fais une cliente que j'ai accompagnée en micro-entreprise, donc il y a quelques années, qu'on a passé en société depuis peu, mais au départ, quand je l'ai rencontrée, eh bien, elle avait fait cette option prélèvement libératoire, et puis elle était venue me consulter par la suite. Et je m'étais aperçu que dans le cas de mes calculs, qu'il y avait un écart de 50 € par mois, donc 600 € à l'année, qui était énorme pour elle. Et j'avais quand même réussi, alors que c'est très compliqué quand même, mais j'avais réussi à faire changer l'option donc auprès des impôts pour qu'elle puisse bénéficier finalement des 50 € supplémentaires dans son budget familial. Donc c'est énorme. Ouais, donc effectivement, il faut être très attentif à cela. Hein, c'est une case à cocher simplement, mais qui peut être lourde de conséquences. Bien sûr, c'est vrai que ça a l'air assez attrayant comme système. On se dit que 1% du chiffre d'affaires réalisé, c'est peu, mais peut-être qu'en effet, c'est pas si intéressant que ça. Lorsqu'on regarde effectivement le taux
réel d'imposition du foyer qui peut finalement être inférieur. D'ailleurs, petite précision sur le chiffre que je donnais à l'instant, donc les 27 794 €, c'est lorsqu'on est dans un foyer qui est constitué d'une seule personne. Ce seuil est doublé lorsque on est en présence d'un couple marié. Donc de toute façon, ce régime-là n'est pas disponible dans tous les cas. Et s'il l'est, il faut quand même se poser la question de savoir si on n'a pas intérêt plutôt à rester sur les règles classiques. Oui, puisque comme tu l'évoquais, Christina, 1% de 170 000 €, on arrive tout de suite à 1 700 € d'impôt. Donc il faut vraiment faire des calculs. C'est ça. Donc ce qu'on vient de dire effectivement, lorsque vous êtes sur le régime micro classique, vous êtes imposé sur le revenu réalisé, sur le chiffre d'affaires réalisé après l'application d'un abattement forfaitaire. Lorsque vous êtes en régime réel, là vous êtes taxé donc sur le revenu correspondant au chiffre d'affaires moins les charges réelles. Et lorsqu'on est en société, l'imposition est encore un peu différente puisqu'on a la possibilité de déduire la rémunération du dirigeant du résultat soumis à l'IS. On précisera malgré tout que dans cette hypothèse-là, pour que l'associé puisse prélever les résultats bénéficiaires de la société, il faudra faire ce qu'on appelle une distribution de dividendes qui, elle, sera soumise également à l'impôt, à la flat tax, donc à un taux forfaitaire de 30% schématiquement, mais bien évidemment, il y a toujours des spécificités et des conseils à obtenir pour savoir exactement comment vous serez taxé. Le régime de micro-entreprise, donc fiscalement, comme on le disait, est intéressant et avantageux lorsque votre niveau de charge est faible, lorsque et vous avez intérêt plutôt à sortir de ce régime lorsque votre niveau de charge va être important, également pour rassurer les banquiers, vos partenaires sur votre solidité, et également lorsque vous envisagez des investissements qui peuvent être importants. En tout état de cause, vous devrez sortir de ce régime lorsque les seuils qu'on a évoqués il y a quelques minutes sont dépassés ou si vous ne réalisez plus de chiffre d'affaires pendant plus de 24 mois. Sur l'aspect TVA, on en parlait tout à l'heure avec Régis, c'est une particularité qui n'est finalement pas que dédiée à la micro-entreprise, mais auquel il faut vraiment prêter attention, puisque en fonction des chiffres d'affaires réalisés, vous serez ou non assujetti à la TVA. Donc l'année de la création, en fonction des chiffres d'affaires qu'on a vus tout à l'heure, vous aurez la possibilité de bénéficier de la franchise en base. Donc sans rentrer dans le détail puisque vous avez la possibilité de reprendre ces chiffres-là, mais schématiquement, effectivement, on a des premiers seuils, puis des sas de seuils, et au-delà d'un certain montant, donc là, 94 300 € pour les ventes de marchandises et 36 500 € pour les prestations de services, vous serez nécessairement soumis à la TVA, et ça à compter du premier jour du dépassement. Quelles conséquences vous avez lorsque vous êtes en franchise en base? La franchise en base, on le disait à l'instant, un des avantages commerciaux est que finalement votre prestation va coûter 20% de moins que quelqu'un qui serait soumis à la TVA. En revanche, la contrepartie est que vous n'aurez pas la possibilité de déduire la TVA que vous supportez vous-même sur les dépenses nécessaires à la réalisation de votre activité. Donc si vous avez un montant ou des charges importantes et donc pour lesquelles vous supportez de la TVA, vous aurez peut-être intérêt à opter également pour la TVA. Donc dans cette hypothèse-là, vous déduirez la TVA qu'on va vous facturer. En revanche, vous aurez l'obligation de vous-même facturer cette TVA à vos clients. Mais voilà, c'est quand même important de se dire que on ne peut pas déduire la TVA, donc vous-même vous supportez comme un consommateur final, comme nous, dans le cadre de nos activités personnelles, la TVA qu'on vous facture. Comment est-ce qu'on peut sortir du régime de franchise en base? Donc, comme on le disait, lorsqu'on dépasse les seuils, à partir du premier jour du mois où vous dépassez les seuils qu'on vient d'évoquer, vous serez soumis à la TVA. Donc, vous devrez faire des factures rectificatives si les prestations ne sont pas finalisées. Vous aurez de nouveau là le droit à déduire la TVA d'amont, donc la TVA qu'on vous aura vous-même facturée. Vous aurez l'obligation d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire. Vous aurez des mentions, comme le disait tout à l'heure Christina, obligatoires à mentionner sur vos factures. Et également, vous aurez des obligations déclaratives, donc des déclarations de TVA qu'on appelle CA3, qui seront mensuelles ou trimestrielles, ou bien des CA12. Sur le régime de la TVA, c'était effectivement ce qu'on pouvait dire. Maintenant, on a effectivement d'autres particularités liées au régime de micro-entreprise, et notamment sur l'aspect social. Voilà. Merci.
Donc, Samira. Du coup, effectivement, on a vu les aspects juridiques, on a vu les aspects fiscaux. Donc, il reste à voir deux choses, et notamment, comme tu viens de l'évoquer, donc les aspects ou l'aspect social et la protection sociale, donc importante aux yeux des porteurs de projets. On l'a dit, le micro-entrepreneur est un chef d'entreprise et à ce titre va aussi cotiser, payer des cotisations sociales, et ce faisant être aussi couvert au même titre qu'un chef d'entreprise. Puisque qui dit cotisation dit également prestation. Et donc, on commence là sur les cotisations sociales. Alors, un maître mot, la simplicité. Vraiment, c'est l'intérêt majeur du dispositif. On entend tous donc les cris d'orfraie là auprès anciennement RSI que je nomme encore, mais donc la sécurité sociale des indépendants, en disant effectivement on nous assassine, et notamment la 3e année. C'est pas le cas avec la micro-entreprise. C'est vraiment le gros intérêt. Je réalise du chiffre d'affaires, je l'encaisse, je le déclare et je paye les cotisations sociales très rapidement, dans le mois qui suit ou dans le trimestre, à la fin du trimestre qui suit, suivant les options que vous aurez prises. Donc là, c'est vraiment le côté intéressant. Il y a des petites particularités au début de l'activité, donc c'est un peu plus long que ça. Il faut que la machine administrative se mette en route. Mais quand c'est prêt, donc on réalise du chiffre d'affaires, vous déclarez, et donc sur des forfaits que l'on va voir juste après. On rajoute à cela, au montant que je vais vous montrer, donc une contribution à la formation professionnelle, puisque à ce titre aussi de chef d'entreprise, vous cotisez pour la formation et vous pouvez vous faire prendre en charge des formations que vous suivrez et que je vous encourage vraiment à faire. Voilà, et puis autrement une cotisation de 0,30 pour les artisans et 0,10 pour les commerçants. Voilà, donc vous voyez, les chiffres s'affichent. 12,8 pour les activités de négoce, d'achat, revente, donc 12,8% du chiffre d'affaires. Je réalise 10 000 €, je vais payer donc 1 280 € à la fin du mois. Donc très très simple. Et pour les prestataires de services, donc les 22%. Et puis tu évoquais les activités mixtes tout à l'heure. On fait un mixte des deux. Donc vous devez, en tous les cas, c'est ce à quoi je vous encourage, de bien détailler le chiffre d'affaires sur vos factures, donc entre la prestation et le négoce ou la revente, puisque ce qui va vous permettre justement de distinguer ce chiffre et finalement de payer moins cher. Si on ne distingue pas, c'est le taux majoré, les 22% qui s'appliquent. Donc soyez vigilants là-dessus. Voilà, et donc comme j'ai dit, maintenant c'est la protection sociale, on paye et en fait en face on a une protection sociale, et les mêmes que tout chef d'entreprise qui s'installerait au réel ou un gérant majoritaire de société. Donc vous allez pouvoir bénéficier de l'assurance maladie, donc la prise en charge, de remboursement. Alors tout ça est dorénavant géré par la CPAM, comme pour les salariés, depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, avec les prestations en nature, indemnités journalières, maternité, accident du travail, qui sont prises en charge. En revanche, la complémentaire santé, il n'y a pas de complémentaire santé directement, donc il faut, et là je vous encourage vraiment à le faire aussi, aller voir un assureur pour souscrire un contrat d'assurance qui va permettre de bénéficier de complémentaire santé, le cas échéant, quoi. Donc là, vraiment important. Et puis après, donc la retraite, on peut penser que le régime, effectivement, micro-entreprise est un régime au rabais. On le verra dans les exemples, et tu l'as bien évoqué tout à l'heure, en disant, attention, on peut être amené, et dans le dernier exemple qu'on verra, c'est le cas où on paye un peu plus cher parfois en prestations sociales. Donc ça veut dire qu'on paye pour la maladie, pour les allocations familiales, et aussi pour la retraite. Et la retraite, effectivement, vous voyez, on vous annonce comment constituer la retraite, donc pour les travailleurs indépendants, et depuis 1973, donc c'est pas d'hier. Donc on calcule, donc notre retraite c'est égal à 50% du revenu moyen sur les 25 malheureusement je dirais meilleures années depuis quelques années maintenant, et les réformes Fillon qui se sont succédées. Voilà, donc là effectivement il faut en tenir compte, mais on cotise et on acquiert des points. Alors après il y a des minimums, vous allez le voir juste après je crois, ou dans 2-3 slides, de cotiser sur un minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir valider 1, 2, 3 ou les 4 trimestres.
Voilà, donc une retraite complémentaire également, vous souscrivez pour cela. Et par contre, la dernière ligne, les retraites complémentaires facultatives, eh bien, comme tout chef d'entreprise, on ne cotise pas de manière obligatoire à une retraite complémentaire. Et je vous invite là aussi à faire un bilan retraite pour déterminer s'il faut et à quel rythme entamer des placements retraite dits Madelin, quoi, en fait. D'accord? Sachant que dans ce régime-là, qu'on le fasse ou non, ces cotisations n'auront pas d'intérêts fiscaux ni sociaux, mais c'est jamais le cas de toute manière. En tout cas, pas d'intérêt fiscal majeur à souscrire à un contrat Madelin, puisque les dépenses ne sont pas déductibles en tant que telles. Dans la mesure où on a un abattement qui détermine le résultat, peu importe les charges, et y compris des charges sociales complémentaires qui seraient souscrites, le chiffre imposable sera de toute façon le même. Alors qu'en effet, dans un régime réel, simplifié ou normal, ces cotisations à la retraite complémentaire et les protections, prévoyance également, lorsqu'elles répondent aux conditions dites Madelin, pourront venir en déduction du chiffre d'affaires et donc du résultat imposable in fine à l'impôt sur le revenu. Et donc, c'est pas parce qu'elles ne sont pas déductibles qu'il ne faut pas en mettre en place. D'accord? Et surtout, comme tu viens de l'évoquer, l'indemnité journalière. Voilà, et donc j'évoquais justement le chiffre d'affaires, mais vous voyez, vous êtes averti maintenant pour valider vos 4 trimestres pour une activité CIPAV, donc activité profession réglementée. Les chiffres 2021 ne sont pas encore sortis pour les autres activités, mais je les donne, les chiffres de 2020 juste après. Eh bien, il faut réaliser un chiffre d'affaires donc de 9120 minimum pour pouvoir valider les 4 trimestres. Donc ça, c'est vraiment un point important si vous n'avez pas d'autres activités, d'avoir ces repères-là pour aller valider. Parce que on accompagne des clients en sortie donc et en cessation d'activité, et on voit parfois des surprises, des mauvaises surprises souvent. Quant au niveau de retraite ou de trimestre qu'il manque. Donc, ayez ça à l'esprit, quoi. Et là, ce sont les chiffres 2020, mais qui ne devraient pas changer, en fait, pour 2021. Et là, on voit pour une activité de vente, eh bien, pour valider les 4 trimestres, il faudra aller chercher un chiffre d'affaires de 20 740 € minimum pour valider votre 4 trimestres. Voilà, et puis, vous cotisez. Ok, donc sur, comment dirais-je, d'autres assurances, la formation professionnelle, j'en ai parlé, et la branche allocation familiale. Bien sûr, le chômage, mais comme tout chef d'entreprise, donc dans nos statuts et les statuts respectifs que vous avez évoqués toutes les deux, il n'y a pas de couverture chômage. Hein, donc voilà, sachez-le. Ça a été discuté d'ailleurs à un certain moment de prévoir une assurance. Alors, ça a été mis en œuvre effectivement quand même depuis les 800 € là sur 6 mois, mais ça reste, anecdotique. Là, toujours sur les cotisations sociales, vous allez pouvoir bénéficier donc d'aides, et notamment l'aide ACRE si vous répondez donc aux conditions. L'ACRE donc étant une aide, donc une réduction de cotisation donc sur une durée très courte. La durée a été raccourcie depuis 1 an. Donc ou sur les 12 premiers mois, mais en réalité c'est moins que cela dans l'exemple que je donne, vous voyez, vous bénéficiez d'un taux minoré jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit la date du début d'activité. Donc c'est pas tout à fait 12 mois, là, vraiment l'État a été un peu chiche, je dirais, là-dessus, et a réduit en tous les cas les activités qui pouvaient aller jusqu'à 3 ans quand même auparavant. Hein. C'est ça. Sachant qu'il y a des conditions bien précises que tu as énumérées auparavant, donc tout le monde ne peut pas prétendre à l'ACRE. Voilà, exactement. Hein, donc on vous ramènera à la lecture plus précise donc des slides. Voilà, donc on passe maintenant aux modalités de déclaration, là aussi, maître mot, la simplicité. Vous inscrivez bien entendu sur le site entrepreneur.ursaf.fr, et puis il n'y a plus qu'à remplir les cases et puis compléter donc son chiffre d'affaires. Le calcul est fait en automatique des cotisations, et le virement se fait de manière automatique. Vraiment un régime très simple. Voilà, les obligations, là aussi, simplicité, donc et des obligations très allégées. Il vous faudra tenir un livre des recettes obligatoires et un registre des achats également obligatoire. Hein, on vous met lorsque l'activité consiste principalement à vendre des marchandises. Donc voilà, donc là, important, donc en cas de contrôle, j'ai cru entendre effectivement que des contrôles seraient plus
diligenter de manière un peu plus fréquente dorénavant sur ces activités de micro-entreprise par l'administration fiscale. Soyez à jour de vos obligations là-dessus. Elles sont relativement faibles, comme je viens de vous le dire, donc il faut les respecter. Tu l'as évoqué tout à l'heure, donc Christina, les obligations de facturation, bien entendu. On vous donne donc en tant que professionnel, je le répète, vous êtes un professionnel et en tant que tel, vous devez remettre à vos clients donc une facture lors de chaque vente ou prestation et selon les règles communes de la facturation. Donc pas de plus, pas moins en ce qui concerne ces règles et ces obligations de facturation. Avec des mentions obligatoires, et notamment celle qui apparaît là en bas à droite de l'écran. Donc un article à préciser sur la facture lorsque vous n'êtes pas à la TVA, je précise. Donc la TVA non applicable, donc suivant l'article 293B du CGI, on le connaît par cœur cette phrase. Donc du coup vraiment l'inscrire sur votre facture dès lors où vous n'êtes pas assujetti à TVA. Mais on a vu, c'est plus compliqué que ça maintenant, puisqu'on peut opter à la TVA. Donc, auquel cas, elle n'a pas lieu d'être. Voilà, donc on finira du coup, comme tu l'as évoqué en fait tout à l'heure, en disant c'est des calculs à faire sur un exemple chiffré. Là, on a pris l'exemple d'un carreleur. Fait penser d'ailleurs, soit dit en passant, dans une activité du bâtiment, j'aurais plutôt tendance quand même à ne pas aller sur une micro-entreprise pour un problème de responsabilité que tu évoquais. C'est trop dangereux que de vous laisser aller sur une micro-entreprise dans le métier du bâtiment. Voilà, donc là, vous voyez sur cet exemple qui apparaît, donc un chiffre d'affaires réalisé de 50 000 € et des charges avant charges sociales de 28 000 €. Donc un bénéfice donc avant comptabilisation ou calcul de charges sociales de 22 000 €. Et bien l'idée après, c'est de comparer les différentes possibilités que vous avez, que tu as énumérées tout à l'heure, que ce soit d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue social. Et là, donc, on rappelle les 12,8% de cotisation sociale sur les ventes de marchandises, les 22% sur les prestations. Et puis, tu évoquais tout à l'heure donc les abattements fiscaux, en déclarant sur les 50 000 € de prestations de services, par exemple, eh bien, vous serez imposé sur 25 000 €. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et donc, alors qu'on va voir le bénéfice finalement final dans notre cas, quand on tient compte de toutes les charges, effectivement, est beaucoup moins important. Et on le voit, effectivement, cet exemple-là est assez intéressant parce qu'il résume, en effet, l'intérêt de l'abattement ou du régime micro, mais selon l'activité. Donc, ce sera plutôt en prestation de service qu'en vente, vente de marchandises. Effectivement, en prestation de service, on a moins de charges, potentiellement. Donc voilà, donc ça pour dire, ce qu'on conseille lorsqu'on accompagne nos clients, c'est de faire un prévisionnel, de réaliser votre prévisionnel, quand bien même vous êtes en micro-entreprise, on l'a dit au tout départ, vous créez une entreprise à part entière, eh bien vous devez, comme tout chef d'entreprise qui se respecte, faire et vous projeter et réaliser un prévisionnel. Et c'est avec ce prévisionnel que vous et moi, on va pouvoir vous conseiller sur le régime adapté. Donc, on dit en fait, j'ai suivi quand même de belles histoires qui se sont créées sous le format de la micro-entreprise et qui se sont bien développées. Comment dirais-je? Donc, c'est un régime vraiment très favorable pour les avantages qu'on a pu évoquer tous ensemble ce matin. Pour autant, il est évolutif aussi. Tu l'as dit. On peut opter donc à un régime différent. Voilà. Mais ce sont des calculs systématiques donc à produire et à réaliser. C'est ça. Et effectivement, ce qu'on peut dire également, c'est que lorsqu'on crée une micro-entreprise, on peut aussi passer un certain temps et pour des raisons qu'on a évoquées, juridiques, fiscales, comptables, passer sous la forme de la société. Et donc là, on a un certain nombre de systèmes et de régimes qui permettent le passage d'une auto-entreprise, d'une micro-entreprise, une entreprise individuelle à une société de manière relativement simple, en poursuivant l'activité sous une autre forme. Ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier. Et puis j'ai vraiment des belles histoires et puis des entreprises qui ont commencé en micro au tout début du régime et qui sont maintenant un petit groupe de 4-5 sociétés. C'est ça. Donc effectivement, ça permet un démarrage simple. Exactement.
Donc, si on peut conclure, c'est si vous croyez à votre projet, certes, la micro-entreprise, mais elle présente certains avantages, elle présente également des inconvénients, et projetez-vous, anticipez, et pour cela, soyez bien entourés et prenez les bons conseils. Voilà, merci de votre attention.